Coucou les gros bidous et bienvenue. N'hésitez pas à vous faire aussi un thé ou une petite boisson sympa parce qu'on est probablement là pour un petit bout de temps. Je vais déposer ça là parce que je crois que c'est encore très chaud. C'est une infusion de menthe poivrée. Le thème du jour, c'est une réponse au tag Tarot in My Own Way qui a été lancé par Natalia de Dinoco Tarot. Et allez voir sa chaîne tout de suite. Elle a fait une vidéo très courte qui dure 16 minutes 46, qui ne sera probablement absolument pas impossible la durée de ma vidéo qui va être beaucoup plus longue. N'hésitez pas à aller découvrir la chaîne de cette cartomancienne féministe queer qui développe une vision très cool du tarot. Elle a créé ce tag parce qu'elle avait lancé une foire à questions sur Instagram pour pouvoir faire une vidéo. Donc c'est des questions qui lui ont été posées. C'est aussi des questions que vous posez régulièrement quand je fais aussi ce genre d'exercice. D'ailleurs, il doit y avoir potentiellement une playlist avec les questions de ce style auquel j'ai déjà répondu. J'ai aussi fait déjà des tags de ce genre. Ce que j'aime bien, c'est évidemment de voir comment on évolue avec ce type de questions. J'étais déjà en train de réfléchir au type de réponse que j'allais faire et j'étais en mode, tiens, j'aborderai plus la réponse à cette question-là de la même façon que je l'aurais fait auparavant. Et donc, voilà, c'est aussi assez chouette. La première question, c'est comment as-tu appris le tarot ? Et je trouve ça rafraîchissant de la refaire à ce stade-ci. Et je vais pas juste, je pense, parler de comment j'ai appris le tarot, mais aussi pourquoi et dans tel contexte. Parce que je peux déformer les questions si ça m'amuse. Donc vous savez, hein, si vous êtes sur ma chaîne, que voilà, il y a plus beaucoup de blabla, des exemples perso et tout. Si c'est pas ce qui vous intéresse, il y a plein d'autres chaînes sur le tarot. Vous savez dans quel genre d'univers vous rentrez quand vous passez chez moi. J'avais envie de revenir un peu sur le contexte parce que je crois que ça devient intéressant là, alors que j'ai commencé à apprendre le tarot en 2016, donc il y a 8 ans, et que j'ai partagé sur le tarot très rapidement après avoir commencé l'apprentissage, justement, dans une optique de partager mon apprentissage et mes tâtonnements avec cet outil et tout ça. Et je pense que c'est du coup un bon moment pour vous dire, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé, ne serait-ce que dans mon contexte vie. Et voilà. Donc, je pense que c'est l'occasion de revenir sur tout ça aussi. Revenir sur c'est quoi le contexte en mars 2016, quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot. C'est déjà un contexte, ce qui caractérise... Il y a deux choses qui le caractérisent le plus, ce contexte-là. La première chose, c'est une discontinuité, la fin de beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de portes qui se ferment et beaucoup de portes qui s'ouvrent à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un moment charnière. Et dans les portes qui se referment, c'est au niveau de tout ce qui s'est passé en termes de militantisme depuis un peu plus de 3 ans pour moi, les portes commencent à se fermer. On a co-créé des collectifs dans lesquels je vois plus forcément ma place pour plein de raisons différentes. Et ce qui est juste ok, mais donc je commence à prendre du recul par rapport à ça. Certains collectifs aussi s'essoufflent, ce qui est aussi tout à fait ok, qui fait partie de la nature de la militance, je pense aussi, de pouvoir voir ces collectifs évoluer. En tout cas, c'est un truc qui me tient assez bien à cœur. Donc tout ça se clôture. Et au niveau du travail, donc à l'époque, j'étais coordinatrice déjà depuis longtemps du réseau belge des études de genre, donc une association où on travaille à mi-temps en binôme avec une coordinatrice francophone et une coordinatrice néerlandophone. Et on a fait fin 2015 avec ma collègue de l'époque, Anaïs, un super colloque sur les corps hors normes et tout, enfin, en gros, et c'était incroyable. Pour nous, c'était vraiment cherry on the cake de tout ce qu'on avait fait depuis des années, au niveau aussi de la rencontre entre l'associatif, l'académique et l'artistique et tout. C'était vraiment quelque chose qu'on avait envie de mettre au monde. Et c'était à l'époque où la recherche sur ces questions commençait à se populariser, mais on était encore sur un sujet assez émergent, en fait, dans le domaine des études de genre et des autres disciplines. Enfin, au niveau multidisciplinaire, en tout cas. Et donc, c'était vraiment assez chouette. Mais Anaïs, juste après, est partie faire une thèse et donc a quitté Sophia. Et je me retrouve avec une collègue avec qui ça passe nettement moins bien, sans rentrer dans les détails. Et donc, il y a vraiment un essoufflement là. Genre, il y a plein de choses qui ont été atteintes au niveau des différents collectifs dans lesquels j'étais, au niveau professionnel comme au niveau de la militance, mais on arrive un peu à la fin de quelque chose. Aussi... là, à ce moment-là, en 2016, ça fait quand même un peu plus de 4 ans que je suis stabilisée en termes de santé mentale, que j'ai plus des grosses phases dépressives, ni des grosses phases d'expansion à la limite de la manie, enfin parfois complètement dedans, que je suis plus suicidaire, ni rien, donc je commence à être un peu posée de ce côté-là.
Mais par contre, j'ai toujours des problèmes d'être constamment assez fatiguée, que les choses me demandent beaucoup et tout. Et donc, voilà, ça à ce moment-là, je suis pas du tout diagnostiquée pour mon syndrome des lers dans l'os, donc une maladie génétique que j'ai toujours eue, mais dont certains symptômes commencent là à se déclarer. Il y a aussi certaines maladies qui reviennent tout le temps et tout, donc mon corps commence à m'envoyer les signaux de... En fait, voilà, moi j'étais déjà au maximum en fait quand je travaillais à mi-temps et là ça devient de plus en plus difficile par rapport aux ressources que j'ai avec le corps que j'ai, quoi. Et donc, ça c'est la première chose. Donc il y a quand même toutes ces portes qui se ferment et l'envie quand même d'en ouvrir d'autres, hein. Le côté un peu Gémeaux, il faut toujours... Il y a toujours un attrait de la nouveauté et de fermer des portes pour juste pour ouvrir des nouveaux domaines d'expérimentation, d'apprentissage, de curiosité. Voilà, on reste quand même dans un côté très Gémeaux de la personnalité qui fait aussi du bien et que j'assume pleinement. Je ne demande à personne de me suivre évidemment dans ce rythme-là. Et à côté de ça, à ce moment-là, ça fait, je sais pas, 9 mois, quelque chose comme ça, que je suis avec Rose. Et elle s'est fait virer de où elle était avant, dans des conditions vraiment pas cool. Elle débarque en Belgique, c'est hyper chaud, hyper compliqué. On n'a pas les moyens de lui trouver un appartement, donc elle vient chez moi dans mon petit appartement d'une personne dans lequel je vis déjà depuis presque 10 ans à ce moment-là, où je suis très très bien, mais qui n'est pas du tout un espace qui est fait pour être partagé avec quelqu'un. Il fait 40 ou 45 mètres carrés, il est cool quoi, par rapport à ce que dont certaines personnes ont l'habitude, si genre vous vivez à Paris ou quoi, ou même maintenant à Bruxelles, où les prix des loyers sont devenus impayables. Voilà, à l'époque, en 2016, j'avais mon petit appartement d'une personne qui me convenait vraiment pour ça, mais c'était vraiment difficile de vivre avec quelqu'un, en plus quelqu'un de très traumatisé par ce qu'elle vient de vivre, qui a dû se séparer de ses chats le temps de trouver un appartement, grâce à l'aide de plein de personnes qui se sont mobilisées pour les accueillir et tout, c'était vraiment super chouette, mais donc c'est vraiment la catastrophe. C'est très très difficile, surtout pour elle, mais c'est quand même pas facile pour moi non plus d'essayer de faire de l'espace pour elle. Dans ces moments-là, et on est en mode survie, quoi, parce qu'elle a toujours pas un endroit pour vivre, ni rien. Et donc, ça me prend déjà énormément d'énergie, en fait. Après le colloque, Unruly Bodies, à la fin de l'année 2015, ça nous est tombé dessus comme ça, et ça, c'était vraiment un truc d'expérience aussi de la précarité et tout, qui nous prend énormément de place. Et d'incertitude et tout aussi. Et je peux plus jongler avec ça et toute la militance et tout à côté, c'est que ça, compliqué quoi. Et Rose travaille à ce moment-là dans un restaurant le soir, pas mal. Ce qui fait que j'ai mes soirées pour pouvoir aussi me poser et tout, et c'est là que je commence à apprendre le tarot. Du coup, je vais quand même revenir un tout petit peu sur l'histoire de pourquoi et comment j'ai appris le tarot. J'ai mis des années, après avoir commencé à apprendre le tarot, à me rappeler qu'est-ce qui avait été la petite révélation de pourquoi j'ai eu envie de me mettre au tarot. Ça s'est passé un peu plus d'1 an avant. Début 2015, je vais visiter l'expo Niki de Saint-Phal au Grand Palais à Paris avec une amie. Ouais, ça me fait vraiment du bien, hein, les grosses nanas, Niki de Saint-Phal et tout, c'est un truc qui me fait trop de bien. Et dans une des dernières salles de l'expo, qui était énorme, il y a un truc sur le tarot. Et là, c'est le jardin des tarots hein, qu'a créé Niki de Saint-Phal en Toscane et tout, le truc, waouh. Et là, je suis vraiment, genre, complètement bluffée parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autre chose dans le tarot que ce que je voyais dans la culture pop, dans les films et tout, genre que des clichés ridicules sur le tarot. Et j'ai quelqu'un qui dit le tarot c'est un outil d'introspection qui s'inspire des concepts jungiens, par exemple les archétypes et tout ça pour développer quelque chose, et ça me parle beaucoup. Ça m'attire beaucoup et je me dis waouh, ça a l'air génial par rapport... Voilà, moi j'étais quand même avec plus de mauvais côtés que de bons côtés, mais j'étais quand même dans une thérapie jungienne pendant plus de 15 ans, par intermittence, mais quand même. Donc voilà, je me sentais assez à l'aise par l'invitation des archétypes des 22 cartes pour pouvoir aussi m'autonomiser dans mon travail personnel, dans le travail d'introspection et tout, alors qu'en plus, en termes de santé mentale, alors que je venais d'un endroit où j'étais vraiment très très mal, j'étais stabilisée. Donc là, il y a eu un truc. Donc c'est passé une année où de temps en temps ça me revenait, j'aimerais quand même bien me pencher sur cette question du tarot, c'est vraiment intéressant.
des petits trucs qui piquent mon attention. Et au cours de cette année, je rencontre Rose et il commence à y avoir pas mal de petites synchronicités, de choses auxquelles je n'étais pas forcément attentive avant, mais qui ouvrent le champ des possibles et une place pour la magie dans ma vie. Mais ça, j'oublie que c'est l'expo qui m'a créé ça, mais en tout cas, pendant plus ou moins un an, je commence à être attentive à toutes les allusions au tarot, à me dire, je vais m'y mettre. À un moment, je vais m'y mettre, c'est sûr. Et ça commence à devenir pressant, en mars de cette année-là, de 2016. Et j'en parle à mon amie Christelle qui m'avait déjà parlé du tarot, donc je savais qu'elle était intéressée par tout ça. Et on avait fait l'année précédente un projet photo, je mettrai le lien du site de Christelle Grémont-Pont si ça vous intéresse, autour de la nudité, ce qui était aussi un axe sur lequel je travaillais par rapport au mouvement de libération de la grosseur dans laquelle j'étais, que j'ai cofondé et tout ça. J'avais aussi une pratique personnelle qui dans ce cas-là a été très activée, qui a été, c'était une expérience vraiment géniale avec Cricri. Et donc Christelle m'en avait plusieurs fois parlé. À un moment, je lui dis, vraiment, j'ai envie de me mettre au tarot. Qu'est-ce que tu me conseilles? Parce que j'ai aucune idée par où commencer. J'avais pas googlé le truc parce que j'étais tellement dans un moment de synchronicité. J'étais en mode, ça va me trouver au bon moment. J'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie de pousser. Je sais que ça va me trouver. Mais ça me trouve pas vraiment. Et j'en ai un peu marre de tâtonner parce que ça commence à me... Il y a un besoin qui se crée comme ça. Une envie qui devient plus pressante. Et avec tout le contexte que je vous ai expliqué aussi, de trouver des moments pour soi. Donc je demande à Cricri et Cricri me dit « Mais il faut commencer avec le Marseille ». Et ce qu'a écrit Jodorowsky dans La Voix du Tarot, et le tarot de Jodol, parce que c'est le vrai, le seul et l'unique du tarot de Marseille. Bah, Christelle me dit pas comme ça, mais je me rends vite compte qu'en fait, il y a quand même cette fascination pour le truc. Mais comme je sais vraiment pas par où commencer, je vais dans un magasin à la rue du Bailly, à Ixelles, chercher le tarot qu'on m'a conseillé, parce que sinon, je ne saurais pas par où commencer, quoi. Et je prends le fameux bouquin de Jodot. Coup de cœur total pour le tarot, donc je tire avec l'arcane majeur et je suis vraiment impressionnée par la puissance des atouts et tout, mais dégoût total par ce qu'écrit Jodorowsky. Et à l'époque, il faut imaginer, c'était qu'il y a 8 ans, mais c'était avant MeToo aussi, et les gens disaient encore, Jodorowsky, c'est féministe comme tarot. Genre, personne disait, c'est hétérociste, sexiste de ouf, c'est ultra patriarcal. On n'avait pas encore beaucoup parlé du fait que le gars, c'est la promotion de la culture du viol, soi-disant c'était la performance et tout, enfin on sait pas, mais il trouvait que le viol c'était rigolo, enfin, googlez si ça vous intéresse, trigger warning, et j'en parlerai pas plus en détail ici, mais genre à l'époque, je pense maintenant il y a moins de gens qui osent affirmer des trucs pareils, mais à l'époque c'était vraiment monnaie courante de faire genre, Jodo, c'est du tarot féministe, on partait loin, surtout dans le domaine du Marseille, et dans le domaine du non-Marseille, il existait d'autres choses. Donc, je suis genre, c'est quoi cette merde? J'ai lu 30 pages, j'arrête ce truc. Moi, le tarot de Marseille, visuellement, ça me parle pas plus que ça. Il y a trop peu de couleurs. Je sais, le travail des gravures, tout, ça plaît à plein de gens, mais moi, ça me parle pas. Et donc, je google tarot féministe, parce que bon, quand je vois comme le tarot est anti-féministe, selon Jodorowsky, je me dois de chercher du tarot féministe. Donc, je google ça et je tombe sur un site qui, je pense, n'existe plus, en français, et qui renvoie vers le site de Little Red Tarot de Beth Maiden. Et là, je vois qu'il est possible de développer une perspective féministe du tarot, assez peu autour du tarot de Marseille, puisqu'on est dans une perspective plutôt anglophone, où c'est le Rider-Waite-Smith qui est le plus utilisé. Et honnêtement, moi, 78 cartes, c'est très bien pour moi. 22, c'est un peu court, ça me parle pas. Atropia Tarot, dans Radio Tarot, à Lecce. Je mettrai les liens en dessous, à expliquer ça très bien dans un de ces épisodes de podcast, que j'aurais jamais mis ces mots là-dessus, mais ça m'a beaucoup parlé. Elle a dit, en fait, c'est quand même vraiment drama de tirer le tarot avec que 22 cartes, parce que c'est comme s'il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de souffle, quoi. Tout est directement grand et tout, ça laisse pas beaucoup de place pour des tirages au quotidien, ni rien, parce que ça peut créer un côté... big. En fait, le tarot avec les 78 cartes, il est aussi là pour le quotidien et c'est en vrai, c'est une des choses qui m'intéresse le plus, même si au début, j'ai été attirée par la question du travail sur les archétypes, les rêves, les gros trucs et tout. Au final, c'est pas tellement là-dedans que je me retrouvais dans le tarot. Donc, je vais sur le site de Little Red Tarot. Je décide de commander super rapidement le Wild Unknown. Est-ce qu'il est derrière moi? Oh, non, je vais ranger là-bas. Le tarot des mondes sauvages et machin, inconnu et sauvage. La version en anglais, à l'époque, c'était encore la version indépendante.
Et je m'inscris super rapidement au site The Alternative Tarot Course de Beth Maiden. Donc, on est dans une optique queer du tarot. Je suis à l'aise. Cet outil qui m'a parlé tout de suite, mais qui en même temps m'a complètement exclu de son univers, bah, j'ai directement été chercher une approche qui m'incluait en tant que lesbienne, en tant que personne grosse, en tant que personne avec une maladie chronique, à l'époque pas encore diagnostiquée, mais en tout cas tout mon parcours compliqué en termes de santé mentale et tout. J'étais chez moi, quoi. Et donc, 16 minutes plus tard, pour répondre à la question et arrêter le contexte, donc ma vidéo est déjà plus longue que celle de Natalia, et en vrai, je n'ai répondu à aucune question. Et je me fais rire comme je peux. Si ça vous fait pas rire, vous n'êtes déjà plus dans cette vidéo. Donc, tout va bien. Le Alternative Tarot Course, donc je faisais ça le soir, après le boulot, ou voilà, une fois que Rose était partie pour aller travailler au resto, elle revenait souvent assez tard. Et c'était vraiment des petits moments pour moi, c'était chouette. J'allumais de l'encens, j'y connaissais rien quoi, dans ces trucs-là, et Rose m'avait conseillé le Nakshompa. Et alors j'allumais ça, et encore maintenant quand j'allume cet encens-là, j'ai ce truc de les odeurs de mes premiers tirages, ça m'ouvre encore quelque chose au niveau intuitif, ça me met dans une bulle, voilà, rien qu'à y penser, je me sens déjà l'envie d'aller me chercher un bâtonnet, j'aérerai après, promis. Et j'en profite pour revenir avec le tarot avec lequel j'ai appris. Et l'encens qui m'a beaucoup accompagnée dans ces moments-là. J'ai bien aimé parce que Beth, c'était pas beaucoup de blabla, pas beaucoup de théorie, et c'était juste un tout petit peu de théorie pour après nous inviter à tester, à observer nos jeux, à voir les symboles qui revenaient, les couleurs qui revenaient, comment on pouvait mieux comprendre les éléments dans le cadre de notre vie, comment on pouvait relire le voyage du fou à travers les arcanes majeures dans une optique qui allait correspondre à notre vécu et tous ces trucs. Donc c'était vraiment chouette, il y avait pas mal d'exercices. Et on était invité à faire une leçon par un chapitre. C'était que par écrit, il n'y avait pas de vidéo ni rien à l'époque, c'était juste bien. Un chapitre par semaine. Et on terminait la semaine avec un gros tirage. Et sinon, c'était plus des petits exercices avec les cartes. Donc, notamment, je les redessinais, j'écrivais sur les cartes et tout, un truc que j'avais fait directement. Mais voilà, ça fait partie de comment j'ai appris le tarot, en fait. Un cours comme ça qui mettait aussi l'avant sur l'autonomie, qui mettait l'accent sur l'autonomie, le fait de s'approprier les cartes, d'avoir un minimum de théorie et un maximum de pratique, de découverte des cartes par soi-même et tout ça. Donc j'étais avec ce tarot, je sais pas où je les ai rangés ici. Certains des carnets qui sont encore là-haut, à l'étage que vous voyez pas en fait, qui sont encore là. Ouais, non, bon, bref. Ça me fait, mais je vous jure, ça me fait vraiment quelque chose hein, d'avoir cet ensemble qui fonctionne et ce tarot-ci entre les mains. C'était vraiment un moment hyper précieux, et aussi peut-être après quand même quelques années de militantisme qui ont correspondu, de militantisme plus actif, et qui ont aussi, bizarrement ou pas bizarrement, correspondu avec mon retour de Saturne, qui a été quand même très positif et libérateur pour moi. Enfin, je pense que ça allait forcément, mais je l'ai vécu dans le moment même aussi, par rapport à comment est probablement positionné Saturne dans mon thème, en opposition à ma lune et tout ça, enfin une libération aussi par rapport au corps et par rapport au trauma et tout. C'était incroyable, mais j'avais bien besoin d'assimiler tout ça, de me poser, de développer du temps pour moi et tout. Donc j'ai appris avec ça, et j'ai aussi appris beaucoup, assez rapidement. C'était un des conseils de Beth, hein, c'était d'être sur les blogs, et c'était encore l'époque des blogs en 2016, d'en avoir un, de partager, de voir ce que font d'autres personnes, de partager notre évolution, de ne pas hésiter, nos écrits et tout. Et se faire tirer les cartes par quelqu'un d'autre aussi, pour voir comment ça fonctionne, comment d'autres personnes font, développer aussi sa vision et ne pas hésiter à la voir évoluer, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire et tout. Et un des trucs du coup qui m'a vraiment bien aidé à ce moment-là, c'était de tirer les cartes pour d'autres personnes. Parce que, je sais pas, c'était un exercice vraiment sympa, ça permet, voilà, ok, l'introspection, utiliser un jeu pour se pencher sur soi-même et tout, c'est cool, mais ça a ses limites, et surtout en termes d'apprentissage, c'est vraiment un truc super cool de voir ce que ça donne, comment les cartes résonnent, et comment elles résonnent aussi parfois très différemment quand on les applique à d'autres personnes qu'à soi. Et donc dans les milieux plutôt lesbiens,
bon, LGBT et féministe en général, mais plutôt lesbiens. J'ai eu quelques occasions à des soirées notamment, tout ça, d'aller tirer les cartes et d'offrir ce service à la communauté, et aussi de, moi, en tirer beaucoup dans l'apprentissage du tarot. Et de savoir aussi ce que j'avais pas du tout envie de faire en termes de tarot, notamment lire dans des fêtes. En fait, c'est hyper difficile, et plus mon syndrome des lers dans l'os s'est installé, et plus ça a été impossible. Mais voilà, ça c'était un truc vraiment chouette, parce que je peux affirmer qu'en fait tirer les cartes pour d'autres, ça fait partie d'une des manières avec lesquelles j'ai appris le tarot, et je pense qu'on avance assez peu souvent, ce qui est peut-être du coup déjà un début de réponse à la question suivante. Pourrais-tu nous partager tes tips? Mais l'encens c'est un peu relou quand même, alors maintenant j'ai super envie de boire. Je pense que j'ai assez de Nag Champa pour l'instant. Ok, ben j'avais pas préparé, mais du coup c'est peut-être mon tip numéro 1, mon petit conseil d'apprentissage numéro 1, c'est ça. C'est de ne pas hésiter à tirer les cartes pour d'autres, et pas... Ok, souvent on est victime, en quelque sorte, on est coincé dans les clichés que les gens ont. Les gens se disent, waouh, je vais découvrir l'avenir, ça doit d'office être grand, c'est impressionnant, c'est stressant, on va prédire la mort de quelqu'un, ceci et cela. Vous avez peut-être une approche prédictive du tarot, mais si vous commencez le tarot, ce que je vous conseille quand même, c'est d'aborder les gens en mode, en fait, j'ai pas la science infuse, c'est pas une science exacte, mais ça peut être un parcours intéressant pour éclairer ta situation, jeter un autre regard sur ce qui se passe, ouvrir des pistes et tout ça, et voilà. J'apprends, je promets pas l'impossible, mais voyageons-nous ensemble. Moi, je conseille de faire ça en s'émancipant complètement du livret, parce que ça nous oblige super vite. Même, il ne faut pas des grosses bases, on a quelques bases de tarot, mais ça nous oblige à aller au-delà des clichés sur les cartes, et vraiment ouais, à s'émanciper des mots-clés et des livrets. Et c'est vraiment chouette. Et à créer une histoire autour des cartes, et de les lire comme une histoire, et qui va être accrochée à l'histoire de la personne. J'ai aussi fait une vidéo l'année passée sur comment tirer les cartes pour autrui à face découverte, ce qui peut être un truc assez sympa, mais c'est vrai que voilà, faut pas se survendre, faut d'office pas promettre aux gens des merveilles, mais je pense que moi j'étais dans un environnement assez safe où je sentais pas le besoin, je sentais pas qu'il y avait une barre super haute ni rien, mais parfois ça peut arriver. Mais ouais, tirer les cartes pour d'autres, ça peut être par exemple, rapidement, hein, j'ai lu les cartes pour Rose, mais voilà, que des potes, mais aussi des étrangers, et voilà, dans une optique de troc, par exemple, c'est le plus chouette, vendre ses services. Ça c'est un peu dommage, hein, dans la communauté, on a cette pression où assez rapidement, et aussi parce qu'on vit dans un monde où beaucoup de gens cherchent des portes de sortie par rapport au travail salarié, capitaliste et tout, et donc on a super envie de vendre nos services autour du tarot. Je peux comprendre, je ne dis pas que c'est les années d'expérience qui font qu'on est une meilleure cartomancienne, mais par contre, je trouve quand même que c'est assez chouette de se former aussi dans une optique, même si ça nous demande beaucoup, et ça coûte pour certaines personnes beaucoup de faire des tirages de cartes, mais dans une optique qui n'est pas forcément monétaire, quoi. Je trouve ça important. Ça met aussi moins la pression, ça réduit l'anxiété autour du truc, franchement, et je crois qu'il faut quand même essayer de casser au maximum ce truc de j'apprends à tirer les cartes, et dans l'année, je deviens cartomancienne professionnelle. Pas parce que c'est vraiment pas parce que l'expertise vient avec le temps, même si en vrai c'est le cas. Mais je pense pas que je pense pas que j'étais mauvaise en fait dans la première année où j'ai appris le tarot ni rien. Mais juste si je mettais, j'aurais mis une pression sur la pratique, et je me serais pas laissé le temps d'explorer et de tester tout ça si directement j'avais eu en tête ce truc de waouh, j'en ferais bien mon boulot. Que peut-être en fait j'avais en tête. Finalement, c'est pas le cas, mais ma passion c'est quand même de vous partager aussi mon vécu avec le tarot, mes expériences, et en partie aussi comment l'apprendre et approfondir la relation avec le tarot. Anyway, le deuxième conseil, et honnêtement ça vaut autant pour l'apprentissage que pour l'approfondissement du tarot. Aussi bien ce que je disais sur le fait de lire pour d'autres que ce que je vais dire maintenant vaut en fait sur l'apprentissage comme pour l'approfondissement, c'est toujours utile. Et c'est pas très original, mais ça va être le fait de noter nos tirages, de noter nos interprétations aussi, et ça devient dangereux les réseaux sociaux en ce moment, je ne conseille pas trop, mais de ne pas hésiter à l'occasion de partager notre processus, de partager nos interprétations,
Voilà, à l'époque c'était les blogs, après ça a été Instagram. C'est quand même très très chouette de partager nos interprétations des cartes, d'avoir les retours de d'autres, voir ce que d'autres écrivent dessus. Et du coup, et aussi pas forcément se référer au bouquin. Et c'était un des trucs que disait peut-être à un autre moment dans sa vidéo, mais que disait Natalia. Et c'est vrai que c'est un super conseil en fait, hein. Ça rend le tarot assez vivant d'aller voir les interprétations des unes et des autres d'une façon horizontale. Voilà, on est sur Insta, on partage ce qu'on a à en dire et tout, avec moins le côté où c'est écrit dans un livre, alors c'est forcément plus vrai que ce que je pense ou quoi, mais de vraiment tâtonner avec les cartes. Et chaque carte a tellement de facettes d'interprétation qui peuvent se révéler dans les tirages ou par rapport à ce qu'on traverse et tout ça, qu'il n'y a jamais de bonne et de mauvaise interprétation d'une carte de tarot, mais c'est toujours sympa d'avoir un espace ou partager, pas forcément nos tirages personnels, parce que je pense qu'Internet est quand même assez menaçant. Bon, après, je suis une grande vlogueuse et je vous parle beaucoup de mes tirages perso, et donc voilà, moi je le vis pas mal non plus, mais en tout cas, certaines interprétations ou des pistes d'interprétation via des stories, via des réels, via des publications, via des newsletters, via des vidéos, je ne sais pas, peut-être TikTok, mais je pense que vous n'avez pas l'âge, les gens qui me suivent ici, d'être des grandes TikTokers. La question suivante, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier? C'est pas mon métier, les cartes. Donc je vais y répondre d'une autre façon, mais c'est quand même mon passe-temps principal, c'est mon hobby, c'est ma passion, et du coup ça occupe quand même une bonne partie de ma vie de faire des vidéos, par moments d'écrire aussi sur le tarot et de partager tout ça ici ou ailleurs avec vous. Et donc en quelque sorte c'est un axe important de ma vie, en tout cas à défaut d'être un métier. Et ce qui m'a poussée à faire ça, c'était à la base, la raison pour laquelle j'ai commencé à beaucoup partager sur ce domaine, c'est ce truc d'être interpellée par le fait que dans les traditions francophones, à l'époque, très très dominées par le tarot de Marseille, ce qui est ok, mais il n'y avait pas du tout de perspective féministe et queer et non-binaire et tout ça. Donc c'est ça qui m'a motivée à la base, de partager là-dessus, pour juste apporter une voix de plus, et une voix qui pourrait élargir en fait le champ de la taromancie, de la tarologie et tout ça. Ça, c'est la base. Après, c'est vraiment l'amour pour cet outil, dans toutes ses voix, dans toutes ses textures, dans toutes ses tonalités, dans tout ça. Donc c'est quelque chose de très large, et une envie que cet outil soit accessible. Peut-être pas au plus grand nombre, parce que voilà, il y a plein de gens qui vont pas se retrouver dans ma façon de tirer les cartes, mais à certaines personnes qui sinon ne se sentiraient pas invitées par le tarot, et qu'à travers ce que je fais, elles aient la possibilité de se sentir invitées. Sans doute, ça c'est un axe assez important. Et parce que ça me permet de partager aussi autour de mes centres d'intérêt en général. J'aime bien qu'il y ait au moins une intonation, une perspective plutôt poétique dans ce que je partage autour du tarot, que ce soit parce que littéralement j'écris des poèmes avec le tarot, mais aussi juste que ce soit une perspective qui infuse tout au-delà du fait d'écrire, mais qui soit présent dans l'esprit. Je reviens 1h30 plus tard pour terminer la vidéo, comme j'ai dû transférer les différentes parties, et j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire exactement sur cette question-ci. Pourtant, il y a certainement, en tout cas, un chantier réflexif à mener de ce côté-là, puisque c'est vrai que je suis arrivée à ma chaîne et à l'ensemble de ce que je partage d'un constat de manque et d'une irritation, et à l'époque, hein, jusqu'à il y a quelques années aussi, d'une certaine colère par rapport aux façons d'interpréter, de dessiner, de garder l'entrée du monde du tarot d'une façon très excluante, et ne prenons pas du tout en compte la diversité de qui nous sommes à nous intéresser au tarot. Et du coup, c'était aussi comme les approches que j'ai cherchées quand j'ai appris le tarot. C'était important pour moi de mettre en avant l'aspect féministe, queer, et puis écoféministe ou éco-queer des réflexions et de ce que j'avais envie de partager. Maintenant, ça reste évidemment quelque chose qui se trouve à travers tout ce que je partage et à travers ce que j'ai envie de transmettre, et quelque chose qui est fondamental pour moi, mais
je pense, le faire avec beaucoup moins de colère et venir d'un côté plus apaisé et peut-être un peu plus rassembleur. Et j'ai probablement moins de temps à mettre, mais aussi parce qu'on est beaucoup plus nombreuses à s'approprier de ces questions, et donc c'est plus facile aussi, on se sent collectivement plus forte, et donc une envie de mettre moins de temps à contester ce qui se fait généralement dans le tarot, et plus à continuer à proposer, d'ouvrir quand même c'est possible, ces pétillances, de faire en sorte que le tarot reste un espace où on peut se voir, se rêver, tout ça. Et voilà. J'ai une discussion en ce moment en commentaire avec quelqu'un à qui je dois répondre, mais j'attends encore d'être un peu posée sur ces questions-là, par rapport au fait que je serais biaisée, parce que je suis militante et tout, puis bon, aussi des remises en question assez déconcertantes de mon expertise sur certains sujets. Déjà, je me pose très rarement en experte dans mes vidéos, mais plus je parle de ce point de vue plutôt poétique et tout ça. Mais bon, voilà, j'ai travaillé dans le domaine des études du genre, je suis historienne de formation, et quand j'arrive d'un point de vue plutôt d'expertise, qui ne veut pas dire qu'il est incontestable, juste j'ai une expertise dans le domaine et vous avez le droit de ne pas être d'accord et on peut discuter, mais de remettre en question quand même mes champs d'expertise, je trouvais ça genre un peu... genre je parle vraiment pas souvent d'un point de vue où j'estime être experte dans certains sujets, mais et si je le fais, je le dis, puisque sinon c'est vite un peu un truc d'autorité, quoi, de prétendre qu'on sait mieux que les gens et tout, et c'est clairement pas le cas. Mais de venir contester le truc, enfin, c'était... je sais pas, c'est genre... tous les savoirs que je transmets sont situés, et j'ai l'impression de faire pas mal de travail pour situer la transmission, et les savoirs et les expériences et tout ça. Et donc après d'être attaquée sur le fait qu'il serait biaisé, bah, pas vraiment, dans la mesure où je passe tellement de temps à situer d'où je parle. Et donc, vous savez d'où je parle. Et puis, à vous de juger si vous estimez que c'est trop ceci, trop cela, si ça ne fonctionne pas avec votre expérience, si voilà. Mais alors, bien sûr, évidemment, le point de départ, c'est que l'intime et le personnel est politique, comme le féminisme s'acharne à le clamer depuis de nombreuses décennies. Bon, vous avez vu un petit bout de Sabine là dans le coin, petit chat est passé par le passe. En tout cas, ça me fait réfléchir à comment j'ai encore envie de me présenter, peut-être à actualiser la vision et comment je la transmets. Mais d'office, il y a une perspective qui est féministe et queer et qui va tout infuser. Mais après, j'ai trouvé un endroit où être... j'ai trouvé comment être à l'aise sur YouTube. Je sais pas, j'ai vraiment laissé de côté les réseaux sociaux et tout ça. Et j'ai aussi juste envie de proposer un espace qui soit un espace confortable, qui soit un espace créatif selon les moments, qui soit aussi du poil à gratter, qui propose de passer en revue certains de nos impensés dans nos façons de concevoir du tarot, qui vient nous titiller, mais en me titillant moi-même souvent aussi, quoi. Et bien sûr, du coup, il y a un petit côté tarot rebelle, un petit côté tarochieuse aussi, mais d'une façon qui j'espère vous met à l'aise et vous donne envie de poser des questions, mais ne forclôt pas le champ des réponses, même si parfois c'est difficile parce que justement le point de vue est militant, et donc je vais affirmer des choses ou contester des choses, et d'une façon peut-être parfois péremptoire, j'en sais rien, mais l'idée n'est pas de fermer le champ des possibles, mais au contraire, qu'en aussi arrivant avec les endroits où je suis en colère, où je suis triste, où je suis affectée, où je suis, ça me trigger aussi par rapport à certains traumas et tout, en essayant d'être aussi limpide que possible, transparente que possible sur ce que ça réveille chez moi, et comment je me positionne. Ben voilà, cette positionnalité, elle est vraiment essentielle, je pense, dans ce que je fais, pour que je vous invite aussi à prendre position, même si parfois je le fais effectivement en gueulant, en tapant du poing sur la table. Et voilà. Le fil rouge étant cet aspect plutôt poétique. Et donc... Non, mais c'est bon, on va passer aux questions plus rigolotes, parce que ça va être les questions sur les jeux. Et la question suivante, c'est: quels sont tes critères de sélection pour un tarot? Là, ce qui m'est venu en tête tout de suite, c'est à quel point il est abordable pour moi à un moment précis.
même si parfois je me mets dans la merde en achetant des tarots, clairement, comme beaucoup d'entre nous malheureusement. C'est quand même important. Surtout parce qu'un de mes critères, c'est quand même d'avoir une prédilection pour les jeux qui sont plutôt auto-édités, plutôt indépendants, pas trop de mass market. Aussi, pas que par principe, mais aussi parce que je constate que c'est les jeux que j'ai tendance à utiliser le plus souvent. Ceci étant, je suis quand même contente qu'il y a pas mal de jeux maintenant qui sont aussi disponibles au marché de masse. Et donc, sur le marché de masse, ils sont plus abordables, ça peut me permettre de varier ma collection. J'ai quand même, souvent je regarde en fait les vidéos sur YouTube, pas forcément toutes les cartes, il y en a où je sais que c'est un coup de cœur et donc je vais pouvoir me laisser surprendre au moment où j'ai le tarot entre les mains. D'autres pour lesquels je vais souvent regarder des vidéos. Tout ce qui est sur ma wishlist et que j'hésite, je vais y revenir souvent. Et je vais le voir avec des critères différents en tête qui vont me permettre de parfois pouvoir dire je vais le mettre de côté. Alors comme beaucoup de gens, et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus un moment parce que j'adore regarder les vidéos là-dessus, j'ai le truc, vraiment les points d'attention où si le tarot passe pas cette barre là, c'est vraiment une barre sélective, il y a de fortes chances que ça va pas fonctionner avec moi. C'est particulièrement un point d'attention sur deux cartes, c'est des cartes qu'on voit souvent comme des cartes d'amour. C'est le 2 de coupe et les amoureuses. Si c'est exclusivement, et sur les deux cartes en plus, un couple, clairement si c'est hétérosexuel, mais aussi hétéronormé dans la façon dont on les représente dans le rapport amoureux et tout ça, no way. C'est pas que j'ai besoin en tant que lesbienne de me sentir absolument représentée dans cette carte-là, parce qu'il faut qu'il y ait un couple lesbien, d'ailleurs quand c'est un genre, c'est... Oh, la caution diversité, on met un couple lesbien, mais c'est très regard masculin dessus, un peu genre, comme si c'était du porno lesbien, un truc comme ça, genre, c'est pire. Mais donc, c'est des cartes sur lesquelles je vais prêter attention parce que ça me dit beaucoup sur la perspective de la créatrice. Et voilà. Mais surtout, il ne faut pas qu'elle soit hétéronormée. Et si elle n'est pas ramenée au couple, c'est ce que je préfère. Mais si c'est un couple, c'est pas grave. Mais de préférence pas hétérosexuel et surtout pas hétéronormé. Et pas à travers un regard masculin. Ça ne veut pas dire que le regard masculin, c'est pas un truc genre essentialiste, genre comment, si c'est un homme qui a fait ce tarot m'intéresse pas, si c'est un homme cis, hétéro, ça m'intéresse pas, mais c'est plus, ça peut être, la plupart du temps, d'ailleurs je vais vers des créatrices qui ne sont pas des hommes cis hétéros, mais c'est pas du tout un critère excluant pour moi, mais c'est le regard qui est porté. Donc s'il y a une certaine sexualisation du corps des femmes, qu'elle correspond à des critères de beauté patriarcaux et tout ce genre de choses, bref. Donc je vais souvent regarder ces cartes-là et ça peut être vraiment excluant. Il y a des tarots qui sont sur ma liste qui correspondent vraiment à plein de choses que je vais chercher dans un tarot ou bien que j'aime voir et revoir sur des vidéos et du coup je me dis ah mais quand même je vais regarder comme par exemple le Pagan of the Worlds et puis je re-regarde et je fais mais c'est quoi cette carte de l'amoureux? Mais non, il n'y a pas moyen. J'aime aussi... Ouais, bref. On va pas rentrer dans les détails. Sur certains tarots plus inspirés du tarot de Marseille, je vais quand même rentrer un peu dans les détails, si on a trop la notion de choix, mais d'une façon qui va rester, si c'est hétéronormé, ça va aussi me perturber. Donc je ne vais pas apprécier. Mais j'aime bien quand la question de choix est quand même au cœur de cette carte-là. Enfin, j'aime bien quand elle dérive un peu des clichés, en tout cas. Donc il y a des choses pour lesquelles je peux faire abstraction des défauts du jeu, mais je sais que s'il y a des cartes qui m'irritent, quand je regarde un truc carte à carte, une présentation, une review ou quoi sur YouTube, et que je vois qu'il y a vraiment des cartes qui m'irritent, je sais que ça va m'empêcher de me connecter au tarot, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et aussi l'impact carbone, machin, énergétique dans la création d'un tarot, ça vaut pas le coup, quoi. Évidemment, je regarde beaucoup la question de la diversité, s'il y a de l'appropriation culturelle, et pas juste la diversité dans le genre un token, on choisit de représenter des décors divers parce que c'est à la mode mais qu'il n'y a pas de réflexion derrière, mais vraiment la représentativité dans les choix qui sont faits. Donc voilà, ça c'est des critères. Quoi, critères de sélection? C'est déjà pas mal, parce qu'après sur le reste, bien sûr j'ai mes goûts, et j'en ai parlé bien des fois dans les vidéos, et puis ça évolue beaucoup, et je me laisse quand même surprendre. Donc le reste c'est pas des critères, c'est juste des facteurs qui entrent en compte, et c'est multifactoriel. La question. Collectionniste ou fidèle à peu de jeux? Je suis fidèle à les jeux que j'ai depuis le début, j'y suis très très fidèle. Et dès que j'ai une histoire avec des jeux,
vraiment, je noue une relation avec mes jeux. Donc, ce que j'ai et avec lequel j'ai une vraie relation et je me sens très proche, je suis vraiment dans un truc un peu fusionnel et fort. Même si je ne les utilise pas régulièrement, ils vont garder une place dans mon cœur. Donc, là-dessus, il y a quand même une échelle parmi mes jeux. Mais j'ai une collectionnite aiguë. Je suis une collectionneuse en général. Pour plein de raisons, il y a des moments c'est genre tous les tarots qui sont plutôt féministes et queer, c'est important pour moi de les avoir. Puis il y a d'autres moments où je suis en mode mais j'ai quand même besoin d'avoir quelques tarots de référence plutôt historiques dans ma collection. Voilà, ça va dépendre à quoi je m'intéresse, mais ouais, clairement. Et puis comme beaucoup de gens, j'ai un vrai problème d'addiction par rapport à ça. Et j'ai du mal à me limiter et ça va certainement faire l'objet d'une vidéo très prochaine parce qu'il faut que je fasse un peu de ménage dans ma collection. Là, le mois de février, c'est un bon mois de ménage, purification, remettre les pendules à l'heure au niveau de ce qu'on possède, comment on possède trop et tout. Donc voilà, j'en reparlerai certainement à un autre moment. Et il y a un côté collectionniste qui est vraiment juste, c'est un plaisir de collectionner, j'adore ça, et c'est pas juste pour les tarots, et c'est aussi, c'est comme être un peu la curatrice d'une collection, et et aussi pouvoir, curatrice aussi parce que je vous les montre. Ça va, Sabine, tu viens dire bonjour à tout le monde ou tu veux, ah non, elle veut juste frotter à mes jambes, ok. Et puis il y a un autre côté où c'est problématique, ça a un impact sur la planète, ça ne sert à rien, ça a un impact aussi sur ma situation. Allez, viens maintenant. Oh, viens, mais, t'es grosse, t'es très très grosse. Oh, t'es magnifique du coup. Mais t'es lourde. Ouais, tu voulais quoi? Pas sur l'ordi, mais pas sur l'ordi, c'est la seule chose à faire. Donc ouais, bon, ça peut être compliqué quoi, le rapport à la collection, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, et ça a déjà fait l'objet de certaines vidéos, donc j'en mettrai certainement en commentaire, en description ou là au-dessus, parce que je pense qu'elles sont particulièrement intéressantes. Next! J'ai probablement un peu mélangé les questions jusqu'ici, parce que je savais déjà à quoi je devrais répondre ensuite, et donc la question suivante qui est quelle est ta vision du tarot? En réalité, vous avez plein d'éléments sur ma vision du tarot tout au long de cette vidéo. Donc là, je suis carrément mise au défi d'être brève. J'aime bien l'idée que le tarot est un outil qui ne se limite pas à un seul usage et donc c'est pluriel. Et je trouve ça vraiment très intéressant. J'essaie aussi de transmettre cette chose où on se sent à l'aise avec le tarot, quelle que soit notre approche. Maintenant, mon approche à moi en particulier, donc quand je voudrais plus vous parler de mes expériences, c'est un tarot qui est plutôt divinatoire et pas trop prédictif, mais divinatoire dans le sens d'une connexion avec les mondes invisibles, et aussi à l'invisible en soi, donc à tous nos angles morts, des choses sur lesquelles on ne va pas forcément s'attarder normalement, et le tarot nous permet d'ouvrir. Donc pour moi, c'est vraiment c'est un endroit qui crée des brèches, des interstices, qui permet de rendre poreuse la frontière, toutes les frontières, la frontière entre nos mondes, les différentes parties de nous, entre les différents mondes, mais qui nous replace dans nos écosystèmes et qui nous permet de relationner au-delà des relations visibles et habituelles. Et voilà. J'ai partagé un article, je l'ai ressorti là, en dessous d'une de mes dernières vidéos, sur quelle était ma vision du tarot. Elle est super longue. C'est un article super long, je ne vais pas le lire ici ni rien, mais je remettrai le lien en dessous, comme ça vous intéresse. Ça va faire déjà 1 an ou 1 an et demi que je l'ai écrite, et je suis certaine que je pourrais la réécrire. C'est ça que j'aime bien aussi, hein. Donc quand je dis ça ne rentre pas dans une petite case, c'est très varié et tout ça, c'est que tous les 6 mois, si je disais c'est quoi ma vision du tarot, bah, ça changerait, parce que je vois autre chose, je vois d'autres types d'utilisation. J'utilise aussi l'idée que le tarot, c'est des archétypes par facilité, parce que ça permet de créer un langage commun autour du tarot. Parfois, je trouve que ça a des limitations, et que ça permet à certaines personnes d'appuyer sur le fait que leurs interprétations des cartes valent plus que d'autres, et que ça a aussi pu servir à diffuser une sous prétexte de neutralité, d'universalité, tout ça, ça a permis de diffuser une interprétation du tarot qui était très hétérosexuelle, très blanche, avec des implicites coloniaux, hein, comme on voit super bien dans le Rider-Waite-Smith par exemple, avec parfois un certain truc un peu religieux aussi, pro-capitaliste à certains moments, avec des dérives quand même un peu cheloues au niveau des occultistes et tout ça, mais qu'on était toujours en mode
C'est un voyage archétypal, masculin aussi, hein, le fou à travers les arcanes majeures, comme on peut voir dans... Bref, et que cette idée archétypale a parfois pu permettre de, de reléguer aux marges du tarot plein de personnes qui du coup n'auraient pas correspondu à cette idée de neutralité ou d'universel. Seulement, le tarot, c'est aussi le fou, le mât, cette carte-là qui nous permet, depuis les marges, d'aller titiller le tarot, d'aller le sortir en fait de ces... de ces contraintes peut-être. Et voilà, donc j'aime bien aussi ça, j'aime toujours ce rapport entre qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui est périn, qu'est-ce qu'on retrouve dans différents types de tarots, dans différents types de traditions, et qu'est-ce qu'on peut aller taquiner là-dedans. Donc j'aime aussi bien le tarot parce que ça s'inscrit dans des mouvements artistiques, des perspectives artistiques, littéraires, tout ça, et que donc c'est très très enrichissant, même si parfois il y a certaines des perspectives sur le tarot qui ne me parlent pas du tout, mais justement c'est aussi ce foisonnement autour du tarot qui est intéressant, et qui n'est pas toujours facile, hein, quand le tarot devient super à la mode, on se pose différents types de questions aussi dessus. Mais, sinon, ma vision est évidemment, du coup, queer, féministe et poétique. Ça, c'est la base de la base, je pense, de ce que j'ai envie de ramener. Et plutôt écologiste, animiste. Et aussi fertile, peut-être. Du genre, c'est un tarot de l'émergence, c'est un tarot qui permet de voir ce qui pousse et d'accompagner ce qui pousse et d'accompagner nos mouvements, mais dans une façon qui n'est pas productiviste. Ça, c'est quand même vraiment super important pour moi. Et par rapport à certaines façons, plutôt développement personnel ou psychologique de faire du tarot, où on va quand même avoir un truc sur de l'amélioration de soi, le fait de se rendre en fait plus... écrasable dans un système capitaliste, raciste, patriarcal et tout ça, toujours d'avoir une vision aussi plus douce et plus aimante du tarot, et dans ce sens-là aussi plus fertile parce qu'elle permet d'imaginer vraiment d'autres possibles et de faire la place pour d'autres possibles, et potentiellement, je l'espère, souvent aussi de faire de nous des personnes plus présentes dans le monde. Contrairement à un certain tarot du développement personnel qui peut vite nous amener à se regarder le nombril, à se concentrer sur soi, sa carrière, sa relation, et qui ne nous ouvre pas au monde. Mais voilà, donc pour moi, le tarot, c'est vraiment un outil d'ouverture en fait. Et si ça ne l'est pas, c'est très très dangereux. Ça peut être dangereux, puisque dans tous ces milieux, là plutôt ésotériques ou spirituels, on tombe super vite dans des dynamiques d'emprise, de manipulation, etc., etc. Mais ça n'est pas ma vision du tarot, évidemment. La dernière question, c'est la carte qui t'inspire le plus. Je pense que c'est moi qui ai posé cette question à Natalia. Dans la boîte à questions. Et ce que je voulais dire par là, c'est aussi... J'ai bien aimé, j'ai adoré tout ce qu'elle a dit sur la force d'ailleurs. N'hésitez vraiment trop pas, là, on approche la fin de cette vidéo, à aller voir sa vidéo à elle. C'était trop bien, mais vraiment extraordinaire. Mais ce que j'ai voulu ramener dans cette question, c'est que souvent, dans les tags comme ça, ou quand vous me posez des questions et tout, vous me demandez à quelle carte je m'identifie le plus, laquelle me ressemble le plus. Et il y a un peu moins d'un an, je pense, la dernière fois que j'ai répondu à une foire à questions de ce genre, j'ai reparlé du fait que celle à laquelle je m'identifiais le plus, c'était l'impératrice et le page de Pentacle. À ce moment-là. Donc je vous mets les liens au cas où ça vous intéresse, c'était vraiment chouette. Mais la question, la carte qui t'inspire le plus, je l'ai posée parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de réponse. D'ailleurs, je suis toujours pas sûre de ce que je vais dire. C'est pas juste, c'est facile. C'est plus facile de dire à quelle carte on s'identifie. Il y a plein de raisons, puis il y a plein de systèmes qui nous permettent de choisir cette carte d'identification. Ça peut être parce qu'on a des affinités, ça peut être au niveau astrologique, ça peut être au niveau numérologique. Quelle est notre carte assignée par les chiffres, des trucs comme ça, quoi. Mais là, la carte qui m'inspire le plus, ce serait aussi une carte qui est peut-être qui est moins facile d'accès pour moi que celle qui me ressemble, mais qui du coup est plus susceptible de me changer, de me transformer, avec laquelle je peux nourrir une relation qui sera peut-être plus transformatrice ou qui m'ouvrira à certaines choses auxquelles je suis peut-être moins attentive à la base. C'est facile pour moi d'avoir de l'affinité pour l'impératrice, par exemple, ou même le magicien, et le page de Pentacle.
mais laquelle m'inspire le plus? Ok. J'ai un flash. Le flash, c'est le roi de bâton, je crois. Parce que c'est celle qui m'inspire le plus. Je trouve que c'est la carte la plus inspirante du tarot. Parce que je vois la carte du roi de bâton comme quelqu'un qui est cette partie de nous aussi, qui vraiment a envie d'allumer les flammes des autres personnes. Et de faire, en fait, t'es brillante, t'es solaire, t'as des choses à dire, t'as des choses à transmettre, t'as des choses à créer. Et crois en toi, fais-toi confiance, et qui vient, et tu as des choses à contester aussi peut-être, voilà, tu as de l'activisme en toi, toutes ces choses-là, et qui vient mettre cette petite étincelle qui nous aide à prendre conscience de notre feu et à le faire grandir et à le soigner, et ouais, à prendre soin de notre feu. Et donc ça, je dirais, c'est quand même quelque chose qui m'inspire beaucoup. C'est une carte que je tire souvent, qui m'inspire, mais à laquelle j'ai quand même du mal à m'identifier fortement, quoi, parce qu'elle est quand même un peu impressionnante. Parce que c'est celle qui m'inspire le plus. C'est juste celle qui m'est venue là par flash. C'est important d'en parler, mais je vais quand même continuer à réfléchir si j'en ai pas une autre. Du coup, il a fallu que j'aille chercher une image de cette carte que j'aime beaucoup et dont j'arrive pas à faire la mise au point visiblement. Ouais, voilà. S'il ne voit pas mon visage, c'est plus simple. Et sinon aussi, toutes les cartes qui parlent vraiment très explicitement de cycle, de passage, du rythme des saisons, et du rythme des saisons en nous, et ça m'a fait penser ça à des cartes plutôt difficiles et en même temps tellement fortes et résilientes et porteuses d'espoir à travers les difficultés, comme la mort, le jugement, vraiment aussi. Parce que en combinaison avec l'impératrice, par exemple, c'est pour revenir à ce que je disais sur ma vision du tarot, qui devrait être fertile, quoi. C'est des cartes qui nous permettent de chercher la fertilité à travers tout ce qui n'est pas facile aussi dans la vie. Et je crois que c'est probablement quelque chose d'important sur la vision du tarot. C'est punaise, qu'est-ce que c'est dur la life, en fait. Et sur plein de raisons. Il y a plein de trucs sur lesquels on n'a pas le pouvoir. Il y a plein de choses où on fait mauvais usage du pouvoir. Mais que le tarot nous aide aussi dans les moments où il faut renoncer à certaines choses, où certaines choses se clôturent, se terminent, où on est face à des murs parfois, et nous aide à faire pousser des petites plantes au milieu des pavés, ou à ces fameuses failles, hein, ces interstices, ces brèches dans les murs, à les creuser. Ça c'est peut-être un peu, il y a des petites pousses, ce serait plutôt la mort, c'est mettre les choses au compost et de voir toutes les choses quand on doit se débarrasser, souvent dans la douleur, mais qu'on peut voir ce qui pousse dans ce terreau, mais après, mais aussi par exemple avec le jugement, on a quand même fort la notion de portail, quoi. C'est d'où je viens et qu'est-ce que je laisse derrière moi pour pouvoir passer à travers cet interstice-là. Et il y a un avant et un après, mais le tarot se positionne dans ces espaces liminaux, ces entre-deux. Et je trouve que c'est quelque chose qui va très bien au tarot, c'est d'être à chaque fois sur ces petites lignes de fracture, sur cet entre-deux. Ça n'est jamais l'un ou l'autre. Et donc c'est pour moi quelque chose, quand je dis le champ des possibles, l'éventail des possibles, le spectre et tout ça, c'est aussi ça, ça nous permet de sortir de nos propres dualités, dichotomies et tout ça, et d'envisager les choses d'une façon plus fertile encore une fois. Donc ouais, il y a peut-être la question de cycle, mais aussi la question de liminalité. Donc il y a pas mal de cartes que je pourrais reprendre pour parler de ça, mais je ne l'ai pas fait, j'ai donc pas vraiment répondu à la question. Et c'est juste bien comme ça. Est-ce qu'on tire une carte pour clôturer peut-être? Peut-être. J'ai bugué après avoir posé cette question parce que je ne savais pas du tout vers quel tarot aller. Mais je cherche le mot de la fin en tarot, avec le Rainbow Tarot. Et le temps que je tire cette carte, j'en profite pour remercier Natalia d'avoir partagé ce tag. Et répondre à ce tag, c'est aussi une façon pour moi de vous donner l'envie d'aller voir sa chaîne, de lui donner un peu de visibilité. C'est ses toutes premières vidéos. Elle nous disait dans cette vidéo qu'elle avait l'intention de revenir davantage sur YouTube. Et donc voilà, allez la voir et l'encourager parce que c'est pas si évident de commencer à partager sur YouTube. Ok. Je cherche du coup, c'est plutôt le mot de la fin. Est-ce que cette carte va m'inspirer ou pas? La voilà.
le page de coupe. C'est marrant, je l'ai vu dans l'autre tarot. Ici, en cherchant, elle était à côté du roi de bâton. Et je me suis dit, encore une carte inspirante, c'est vrai. Mais les pages, les valets sont vraiment des cartes qui m'inspirent en général. C'est pas mon page de coupe préféré d'ailleurs dans le Rainbow Tarot. Parce que c'est cet esprit de rêver avec le tarot, d'imaginer avec le tarot, aussi quand je parle des failles du côté liminal et tout ça, c'est ce moment où avec le tarot on est d'une manière ou d'une autre obligé de céder à la magie, de faire de la place à la magie dans nos vies. Et ça m'inspirera toujours et je me sens très très proche de cette carte et elle me touche et ouais, vraiment elle m'inspire. Et il y a plein de moments où j'arrive pas, où la vie est tellement difficile que c'est facile d'être défaitiste, pessimiste sur certaines choses. Et il y a quelque chose dans le fait de regarder le monde avec émerveillement et de cultiver l'émerveillement dans toutes nos rencontres et de ne pas se limiter dans le champ de à la rencontre de quoi on peut aller, et avec le tarot et autour de nous et tout, que je trouve vraiment fabuleux avec cette carte-ci. Et elle pourrait aussi très bien symboliser ce que j'ai envie de dire sur le tarot. Et voilà, comme elle est sale cette carte. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non. Merde, ça craque à tout là. Force de traîner mes tarots partout. Je vais la nettoyer un peu mieux après. Ouais, une invitation à la magie et à oser raconter les histoires, ou à oser aussi, parfois fabuler, mais parfois juste aussi laisser les histoires passer à travers nous et à travers les cartes et les laisser nous déborder, nous envahir et nous emmener dans leur univers qui en même temps est le nôtre et l'univers dans lequel on fait partie, mais qu'on pourrait facilement avoir tendance à occulter. Et l'invitation des pages de coupe, c'est de faire de la place pour tout ça. Rêver avec le tarot. Voilà, salut les gros bidous et merci à Natalia d'avoir créé ce tag. Allez, maintenant vous allez voir sa vidéo, hein, promis, hein, si vous n'êtes pas encore allé, c'est le moment ou jamais. Fawine, tu viens de le revoir? Donc ça c'est le chat qui traîne à côté de moi quand je fais ma vidéo, qui veut être là mais qui veut pas être là. Qui est ma petite page de coupe à moi. Ou pas. Bye, ciao.